Jungle. Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir pour nous d'être au rendez-vous de Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot. Sport FM, nouvelle semaine, nouvelle aventure, on vous la souhaite joyeuse et gaie cette nouvelle semaine, excellente après-midi à toutes et à tous. Et bien, de quoi parle-t-on cet après-midi? Du comité qui va porter le projet de professionnalisation du football togolais. 20 personnes parmi lesquelles Paulo Duarte, le sélectionneur national, sont appelées à cet effet. J-12 avant les matchs Togo-Congo et Congo-Togo dans le cadre de la 4e et 5e journée des éliminatoires, de la 3e et 4e journée, on va dire, des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Que dire des internationaux togolais à moins de 2 semaines de la double confrontation entre Épervier et Diable Rouge? On va voir les sports demain en cette période de Covid-19. Qu'est-ce à dire? On en parle. Dingue de Sport invite Mamaou Yao, vous le connaissez, il est le secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo. Félix Wala de Togo Football News et John Atisso de l'équipe de 128. Voilà, l'équipe est complète avec Théo Ajavon à la coordination technique et la vidéo, vous le savez, c'est l'affaire de Sir Von et l'homme à devant si vous voulez. Moi, je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Oh, les 20 ans, on est en plein dedans. Merci de nous faire confiance, la fête se poursuit, vous le savez. Et puis, on va dire bonne rentrée à tous les élèves, courage aux parents, c'est pas facile. En ce temps de Covid, c'est très compliqué. Il faut faire face à toutes les dépenses inhérentes à ces genres de situations. Bon courage quand même aux parents. C'est pas facile à faire. Et puis, bonne chance surtout et bon courage aussi aux élèves. Vous savez, pour faire plaisir aux parents, réussissez en fin d'année. C'est le trophée que vous pouvez leur offrir. Voilà, merci d'être dans Dingue de Sport. Mamaou Yao, bonjour. Bonjour, Monsieur Nounyama. Bonjour aux confrères ou bien aux amis sur le plateau. Bonjour au public sportif et à tous les auditeurs. Tout va bien avec l'association des joueurs de football du Togo? Nous aussi, on est touchés par cet arrêt dû au Covid, récemment annoncé par le gouvernement. On pense que déjà le 10 prochain, ils vont ouvrir une fenêtre pour que les activités sportives recommencent normalement, puisqu'il faut orienter, même la ministre l'a fait, en orientant les acteurs vers la vaccination, qui est une porte pour commencer les activités sportives sur l'étendue du territoire. John Atisso de l'équipe 228, merci d'être en studio. Merci Franck, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Félix, voilà, on se retrouve. Oui, bonjour. Togo Football News va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour Franck et bonjour à tous. Merci d'être là. Et l'on parle tout de suite de ce comité chargé de porter le projet de professionnalisation du football togolais. 20 personnes sont appelées à cet effet. Que dites-vous tout de suite? Franck, c'est une bonne nouvelle pour le football togolais parce qu'on a toujours souhaité dans ce pays, il va falloir qu'on quitte le statut d'amateurisme pour véritablement frôler le professionnalisme. Et moi, je pense que la fédération et les autorités sportives du Togo l'ont compris, que pour véritablement avoir dans les années à venir des joueurs et des sélections nationales assez compétitives, il faut passer par des championnats professionnels. Maintenant, les championnats professionnels, ce ne sont pas que des écrits dans un communiqué, mais il va falloir qu'on quitte quand même l'étape de la rédaction du projet à la concrétisation ou à la matérialisation. Ça va passer par tous les étages, du côté du gouvernement, du côté de la fédération, du côté des clubs, parce qu'au niveau du gouvernement, il faut avoir des infrastructures, il faut mettre à disposition des infrastructures. Depuis quelques temps, oui, avec l'aide de la FIFA, on a eu des pelouses synthétiques au niveau du stade d'Atakpamé et puis de Kara. Il va falloir maintenant, de Sokodé également, oui, merci. Il va falloir aussi que l'État puisse investir dans ce domaine-là pour qu'on ait plus de pelouses synthétiques, parce que on ne peut pas parler de championnat professionnel et jouer dans, quand même sur la terre battue. Il faut avoir des pelouses assez synthétiques, des pelouses naturelles ou synthétiques pour permettre aux joueurs de pouvoir véritablement s'illustrer dans le championnat. Maintenant, au niveau de la fédération,
il va falloir qu'elle soit rigoureuse envers elle-même, envers sa programmation. C'est-à-dire, je te donne un exemple, on parle du 31 octobre pour la nouvelle saison, il va falloir qu'on respecte ça. C'est ce qu'on voit ailleurs. Parce que vous savez, nous copions tout ce qui est bon et surtout ce qui se fait du côté de l'Europe. Quand ils parlent de la date pour le démarrage, on commence à cette date-là. Maintenant, il va falloir aussi que les différentes commissions, je parle de la commission d'homologation, de discipline et de recours, jouent leur travail, jouent véritablement leur partition dans ce championnat professionnel-là. Parce que aujourd'hui, on est face à un autre problème également entre Maranatha et Ange. Depuis, on n'a pas le classement officiel. On ne sait pas qui d'entre Maranatha et Ange sera relégué à la fin de la saison. Moi, je pense que c'est la faute aux trois commissions. Elles n'ont pas véritablement joué leur rôle. Maintenant, il faut faire ce travail-là dans un championnat professionnel. Et maintenant, pour chuter au niveau des clubs, il ne faut pas attendre uniquement les subventions de l'État pour véritablement jouer. Il faut aller chercher des sponsors, il faut avoir des terrains d'entraînement, il faut quand même signer des contrats aux joueurs. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Pour le moment, moi je pense que c'est une bonne nouvelle parce que aujourd'hui, la fédération a le projet. Maintenant, il va falloir qu'on concrétise véritablement sur le terrain pour que ces joueurs-là puissent s'épanouir, les entraîneurs et puis d'autres acteurs également. Un comité chargé de porter le projet de professionnalisation, c'est du lourd. C'est du lourd. Un comité présidé par le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Chris Daké, avec pour vice-président le docteur Abba Kedou, qui vient du ministère. Oui. On trouve également dans ce comité le sélectionneur national, Paulo Duarte, Olufade Adekami, David Hippolyte Kosivi-Renard, Tokbu Akusa, Pizza Alakiseto fait partie également de ce comité. Madame Ogban, il y a de beaux noms. Il y a de beaux noms sur ce papier. Ça suffit? Non, moi je ne crois pas, puisque malgré tous ces beaux noms que vous venez de mentionner, le football togolais aujourd'hui est à la déroute. Ça, ce n'est pas une surprise, mais on ne va pas parler de ça. C'est bien beau d'avoir l'idée et d'avoir les personnes ressources, si on peut le dire, puisque moi je pense qu'il manque certaines personnes qui auraient pu... Comme qui? Comme par exemple la presse. Comme la presse, par exemple. Au moins, la presse a été oubliée? Je crois. Au moins, il fallait que ça se fasse avec tous les acteurs. Tous les acteurs aujourd'hui, la presse sportive aussi fait partie des acteurs de ce football. Ils peuvent aussi apporter leur façon de voir les choses. Mais je pense que peut-être ils vont travailler en coulisses. Même dans cette liste, il y a Olufade Adekambi. Je pense que c'est le seul ancien grand joueur qui est sur cette liste. Pourquoi ne pas essayer de faire plus? Moi, je le dis souvent en coulisses, aujourd'hui je le dis publiquement sur les ondes de la radio Sport FM, le football aux footballeurs et que les militaires restent au camp. Bon, quand je dis ça, je n'attaque personne, mais aujourd'hui, ce sont ces messieurs qui connaissent très bien le football. Vous voulez dire que chacun joue son rôle en fait? Son rôle aujourd'hui. Par exemple, la dernière fois, Adebao disait qu'il voulait apporter son expertise, qu'il voulait, même s'il le faut, être dans le vestiaire, parler avec ses petits frères. Mais on ne peut pas prendre tout le monde aussi. Oui, mais il n'y a qu'un seul ancien joueur. Vous voyez qu'il y a... qu'il a sa place, Emmanuel Adebayor, là-bas, dans ce comité? Pas Adebayor, mais ils sont quand même ces anciens joueurs qui œuvrent, qui continuent par travailler dans le football, à qui on pourrait faire affaire parce qu'ils ont été des joueurs de haut niveau, des joueurs professionnels, pour apporter leur expertise. Maintenant, quand on parle de professionnaliser un championnat... C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Premièrement, il faut que la Fédération togolaise de football commence par donner un nom à son championnat. Aujourd'hui, nous avons le championnat de la première division du Togo qui n'a pas de nom. Récemment, au Burkina, le championnat burkinabé a un nom, le championnat ivoirien a un nom. Il faut que la fédération elle-même commence par chercher des sponsors qui travaillent avant que les clubs, eux aussi, n'aillent chercher des sponsors. Quand on parle de professionnaliser un championnat, ça rentre immédiatement dans le foot business. Ça parle de quoi? Ça parle de la billetterie, ça parle du sponsoring, ça parle de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. La mise en place des infrastructures. Des infrastructures, les joueurs, ça rentre dans l'encadrement des entraîneurs. Même les clubs qui doivent participer à ce championnat professionnel doivent être des clubs professionnels. Et quand un club est professionnel, c'est un club qui arrive à avoir une bonne santé économique,
un club qui a des catégories de jeunes, malgré qu'elle est en compétition, il y a des statuts, il y a des règlements que ces clubs qui doivent participer à ce championnat doivent respecter. Maintenant, on nous dit c'est dans 1 ou 2 ans. Est-ce que cela pourrait être possible? Moi, j'attends de voir la réalisation, mais l'idée, elle est bonne, mais il va falloir qu'on arrive véritablement à le faire. Que tout cela soit concrétisé, que ça ne reste pas sur les papiers dans le tiroir. Et voilà, on voit d'autres noms étrangers dans ce comité. Par exemple, Yves Sawadogo se retrouve également dans ce comité. Mamawiao, oui, professionnaliser le championnat togolais, le football togolais, si on peut le dire. Ça vous intéresse ? Beaucoup. Nous avons accueilli l'information avec ferveur au niveau de la JFT, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes la représentation nationale des footballeurs en activité au Togo. À ce titre, j'ai eu personnellement un peu de regret. Pourquoi ? Puisque il y a un ancien joueur qui a fait même la Champions League dans le comité. C'est bien. Fadé Adekambi. Adekambi, nous qui sommes la représentation nationale, qui sommes proches des joueurs. Vous avez été oubliés. Qui pouvons porter au niveau de ce comité-là des propositions. Même en dehors, on pourra le faire. Et je sais que la fédération est réceptive, mais c'est à ce niveau que, personnellement, j'ai eu un peu de regret. Mais vivement que ces personnes-là qui sont dans le comité, je ne doute pas de leurs compétences. On les connaît au Togo, c'est des grandes personnalités. Ils vont pouvoir faire le travail et ressortir vraiment ce qu'attendent les premiers acteurs, c'est-à-dire les joueurs. Je voulais continuer en disant que quand on veut professionnaliser le sport et en particulier le football dans un pays, c'est qu'on veut aller vers le bien-être des acteurs, des premiers acteurs, les joueurs. C'est pour cela que nous avons accueilli cela avec joie. Je voulais aussi faire la genèse un peu du professionnalisme et évoquer quelques nuances. Oui, allez-y très rapidement. S'il vous plaît. Donc, au niveau de l'Italie, oui. Quand le football a commencé dans le monde, la professionnalisation a commencé, je pense qu'en Italie, ça a commencé par la signature de la charte de Virginio, via Vioragio. Voilà. C'est un peu le nom. Oui, c'est la ville où ils ont signé la charte. Donc, il faut la signature de la charte et surtout, c'est en 1926. Et là-bas, il y avait 2 tendances en Europe. La tendance était pour la classe bourgeoise. C'est elle qui pratiquait le sport. Les enfants des riches qui allaient à l'école, vous allez voir qu'après leur carrière en ce moment, d'autres devenaient avocats, d'autres devenaient ingénieurs, tout et tout. Mais l'Angleterre, qui était le premier pays, l'un des premiers pays, sinon le premier pays, a commencé le professionnalisme, utilisait plutôt les ouvriers, puisque c'était le temps de la révolution industrielle. Ils utilisaient beaucoup plus les ouvriers. Et alors, la grande masse, et cette tendance a dû battre la tendance des bourgeois. La grande masse venait des prolétaires. Et c'est comme ça que ça a gagné l'Europe. Ça a commencé même en Hongrie. L'Angleterre a déporté le professionnalisme en Hongrie, en Tchécoslovaquie et en Autriche, par exemple. Et là-bas, je voudrais dire qu'aujourd'hui, on pense que quand le Togo va aller dans le professionnalisme, tout de suite, ça va marcher. Il faut accompagner les gens pour qu'ils arrivent à bon port parce que la Hongrie, l'Autriche et la Tchécoslovaquie dont je vous ai parlé, ils ont adopté un modèle qui était un peu différent de l'Angleterre. L'Angleterre avait donné plus de privilèges aux privés qui prenaient en charge leur club et payaient correctement les joueurs. Ces pays de l'Est dont j'ai cité, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et autres, ont adopté un modèle de professionnalisme où l'État était partie intégrante. L'État payait, surtout en Tchécoslovaquie et en Roumanie, une partie du salaire. Très bien. Fixe à tous les joueurs et que les clubs, les riches propriétaires complétaient. Si c'est ce modèle qu'on veut adopter ici, tant mieux. Si on veut laisser
au privé de gérer complètement, tant mieux aussi. Donc, à partir de ce moment, il faut aussi revenir à ce qui est avantageux à nos membres, les joueurs. Vous savez, quand le professionnalisme a commencé, il fallait faire rentrer des fonds. C'est ce que les riches propriétaires avaient senti. Il fallait donner de l'image à leur club à travers les entreprises. C'est là qu'en France, Peugeot est rentré en jeu. Donc, avant d'avancer, il faut surtout donner de la valeur aux joueurs en fixant un SMIC, par exemple. En France, qu'est-ce qui s'était fait? Le salaire minimum d'un joueur professionnel, par exemple, était 2 fois, 3 fois le salaire de l'ouvrier ordinaire. Donc, il faut aller sur ces pistes-là pour pouvoir avancer véritablement et rentrer dans le professionnalisme. Mais quand on rentre dans le professionnalisme... Vous terminez? Oui, et on ne crée pas les conditions. Toutes les conditions possibles, on peut rechuter comme le Gabon l'a été. Entre-temps, oui. Entre-temps. Oui. Donc, il faut mettre... tous les garde-fous. Tous les garde-fous. Huiler le mécanisme et mettre les gens qui vont piloter. Ce n'est pas le comité de pilotage. Quand le professionnalisme va rentrer en marche, il faut mettre les gens à la place qu'il faut pour piloter le truc vers le haut. Et il faut surtout signer une convention d'objectifs à tous les acteurs, à toutes les entités, clubs, associations, groupes d'intérêt. Et tous ceux qui tournent autour. Très bien. Et dire que dans 3 ans, 5 ans, on veut amener le football togolais à ce niveau. Là, les clubs vont en bénéficier. On n'ira pas, par exemple, sur le continent et dandiner un peu. C'est ce que je peux dire sur ce plan. C'est pourquoi, d'ailleurs, ces 20 personnes ont été choisies peut-être pour aller dans le sens dont vous parlez. C'est bien beau de le dire. Professionnaliser le football, c'est juste, on va dire, 2-3 mots, mais pour rentrer dedans, ça demande beaucoup d'exigences, beaucoup de choses. Les moyens, il faut regarder dans les yeux de l'État pour demander ce qu'il y a. Lorsqu'on regarde un peu dans ce comité, on ne voit pas quelqu'un, par exemple, qui vient de la présidence, parce qu'on sait que tout se décide là-bas. Mais voilà, on sait qu'il y a des représentants du ministère des Sports. Mais les moyens, où doit-on les trouver? Oui, Franck, avant de répondre à votre question, il faut quand même qu'on dise à ces 20 membres que ce n'est pas une course contre la montre. Là, il faut être véritablement patient. Il faut toucher à tout. Il faut toucher tous les secteurs possibles. Sont là pour toujours? Non, ils ne sont pas là pour toujours. Mais rien ne presse. C'est ce que j'ai à dire. Si on veut véritablement professionnaliser notre championnat, il faut le faire une fois pour de bon. Maintenant, tout de suite, Maman Ouiawo a touché le point du Gabon. Ça fait pratiquement 2 ans que le Gabon n'a pas de championnat. Mais l'État avait injecté des milliards dans ce championnat-là. Et entre-temps, on parlait du championnat professionnel du Gabon. Et entre-temps également, il y a l'international togolais, Fodou Laba, qui avait joué. Par là. Maintenant, moi je pense que pour véritablement aller vers ce championnat professionnel-là, il faut que ceux qui décident puissent aller vers le Gabon et voir ce qui n'a pas marché. Est-ce que le Gabon est un exemple? Non, je ne dis pas de copier ce que le Gabon a fait. Mais vous savez... On va voir ce qui a réussi, non? Non. Oui, mais pourquoi ça n'a pas marché? Oui, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que pour un projet, on ne voit pas que le côté positif. Le côté positif parce que le pays a réussi en termes de championnat professionnel. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous allez voir quelqu'un pour lui demander les raisons pour lesquelles il a échoué? Non, on peut aller au Gabon. Est-ce que c'est facile? Non, on peut aller au Gabon et aller des investigations. Il y a des experts dans ce domaine. Moi, je ne pourrais pas le faire. C'est pas mon domaine. Mais il y a des personnes qui sont chevrées dans cette tâche-là. Maintenant, par rapport aux moyens, les moyens ne viendront pas que de l'État. L'État va investir, ça c'est sûr. Mais pour professionnaliser un championnat, la plupart des sommes viennent des entreprises privées. Je ne sais pas des privés au fait. Oui, on vient de parler du naming. Félix, vous l'avez dit, pas du naming. Moi, je pense que le naming, ça c'est quand le plat est déjà prêt. Là, on sait que maintenant, on a déjà balayé la maison. Là, tout est prêt. On est maintenant à une certaine étape. Et là, les sponsors viennent d'ailleurs d'eux-mêmes.
Là, on ne court pas. Ça fait pratiquement 3 ans que la fédération court derrière les sponsors pour avoir le naming. Là, ce n'est pas un secret de polichinelle, on le sait. La fédération court derrière des entreprises pour avoir un naming pour notre championnat. Mais depuis, pourquoi on ne l'a pas? Parce qu'aujourd'hui, on est, entre guillemets, dans le désordre. On finit un championnat, on ne connaît même pas ceux qui sont relégués. Qui va s'intéresser à ce championnat-là? Donc, c'est pour ça qu'il faut véritablement balayer toutes ces divergences-là. Et maintenant, quand on a un championnat amateur, un peu semi-professionnel, et là, on pourra aller vers le professionnalisme et là, attirer des sponsors. Oui, vous voulez dire un peu par rapport aux moyens? Oui. L'État, mais d'autres sponsors, d'autres entreprises privées. Vous savez, comment l'appelle-t-on? Kojo Avouleté l'a dit une fois ici sur les ondes de la radio Sport FM que nous avons des joueurs professionnels dans un championnat amateur. Cette phrase, elle est très importante. Ces joueurs sont professionnels parce qu'ils pensent vivre uniquement du football. Alors que ce n'est pas encore le cas. C'est pas ils pensent, ils vivent. Mais maintenant, est-ce qu'ils vivent de ce comme quel est le salaire d'un joueur moyen dans ce championnat? Ça, c'est la grosse interrogation. Ça va faire partie de ce comité, du travail de ce comité de Voilà, c'est pourquoi moi je dis qu'il fallait plutôt approcher ceux qui ont vécu les choses en tant que joueurs. Maintenant, il y a aussi un facteur important, surtout ça se passe surtout en Europe, les droits télé. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à médiatiser notre championnat parce qu'une fois qu'un championnat est médiatisé, ça attire beaucoup plus les sponsors. Les sponsors savent qu'ils auront de la visibilité. Une fois qu'il y a de la visibilité, là, c'est plus facile d'attirer les sponsors vers notre championnat. Je voudrais ajouter que dans un championnat, dans un pays, les joueurs disent, au moment où la charte est signée, aujourd'hui, la charte est élaborée. Elle n'est pas encore signée parce qu'elle doit aller pour promulgation au niveau du haut lieu. C'est comme ça se passe. Je pense que si la fédération a déjà pris le devant, c'est qu'elle a pris langue, elle sait, ils sont à un niveau où ils savent que ça va se passer normalement. Et quand la charte se signe, la différence est faite entre un joueur amateur et non amateur. Non amateur, c'est-à-dire professionnel, qui, à partir de ce moment-là, va commencer par percevoir des manques à gagner. Comme vous le dites tout de suite, les manques à gagner, c'est qu'il s'investit totalement dans la chose. Ce qu'il pourrait gagner dans d'autres métiers, on dit de lui qu'il est professionnel. Il va commencer par gagner de l'argent, c'est-à-dire percevoir des manques à gagner, et le remboursement des frais occasionnés par la pratique de son métier. Le déplacement, les chaussures et autres. Je voudrais revenir aussi pour parler à un niveau de l'intervention de M. John, pour dire que le Togo peut commencer son championnat professionnel et dans 3 ans, 4 ans, je parle d'une convention collective qu'on doit signer et dépasser le Cameroun. Parce que je vous donne un exemple, l'Angleterre a déporté premièrement le professionnalisme vers l'Europe de l'Est, la Hongrie, tout ce que j'ai cité. La France a commencé dans les années 1900, au milieu des années 1920, c'est-à-dire 1926. La France a commencé son professionnalisme. Le premier championnat professionnel est joué entre 1932 et 1933. Et c'est l'Olympique lillois qui a gagné le premier championnat. Aujourd'hui, quand la France s'est mise dedans, ils ont mis des gens affûtés. Entre le championnat hongrois et le championnat français, vous voyez l'écart qu'il y a. Donc, il suffit, à partir du moment où le Togo s'est engagé, et je crois fermement que le colonel a mis les pieds sur terre pour démarrer cela, et c'est pourquoi ils l'ont annoncé. Ils peuvent, s'ils sont sérieux et ils sont engagés, dépasser les pays qui ont commencé avant nous le professionnalisme. C'est la sériosité au niveau du travail qui compte. Ce que moi je dis, très rapidement, je ne suis pas pessimiste. Voilà. Je veux qu'on ait un championnat professionnel qui attire beaucoup de personnes, même à l'extérieur du Togo. Mais ce que moi je dis, il y a un pays africain qui s'appelle le Gabon, qui a tenté le professionnalisme, qui avait les moyens, mais qui n'a pas marché. On peut s'approcher des Gabonais, on peut mener nos investigations pour savoir ce qui n'a pas marché pour qu'on ne répète pas les mêmes erreurs ici au Togo. Maintenant, par rapport à la convention, vous parliez des joueurs qui sont amateurs et non amateurs pour
aujourd'hui, est-ce que la fédération a un registre dans lequel on a le nombre des personnes qui pratiquent le football, c'est-à-dire les licenciés? On n'en a pas. Mais alors que dans un championnat aussi professionnel, aujourd'hui en France, quand vous allez à la FFF, on sait rapidement, il y a tel nombre de joueurs professionnels, tel nombre de joueurs amateurs. Oui, il va falloir... Moi, je le dis, c'est pour véritablement qu'on touche à tout. C'est-à-dire qu'on n'en arrive pas à un certain niveau et qu'on dise qu'on a eu à oublier des choses de façon antérieure. Voilà pourquoi la présence de la presse est peut-être importante. Oui, et que cela nous rattrape. Il faut aussi avoir ce registre-là, connaître le nombre de personnes qui pratiquent le football au Togo, ceux qui en font véritablement un métier et ceux qui le font par le plaisir. Là, cela nous aidera ou aidera la fédération et l'État togolais à véritablement savoir le nombre d'investissements à faire, l'argent à mettre et ce qu'il faut véritablement faire pour que nous puissions véritablement rentrer dans ce professionnalisme-là. Parce qu'aujourd'hui, on en souffre véritablement. Aujourd'hui, on a un championnat amateur, oui, avec des joueurs qui, arrivés au haut niveau, arrivent à faire quelque chose, mais qui ne performent pas. Pourquoi? Parce qu'on a un championnat qui n'a pas de niveau. Il faut véritablement qu'on en arrive là. Très bien. Voilà, c'est un sujet sur lequel on va revenir plusieurs fois. On va fouiller, on va comprendre, on va inviter ceux qui sont dans ce comité qui porte, on va dire, le projet de professionnalisation du football au Togo pour bien comprendre si on l'a fait, si on a mis ce comité en place, c'est qu'on est sûr d'en faire quelque chose. Merci de faire confiance à la radio qui mouille le maillot Dingue de Sport. On parle aussi des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 à, on va dire, 12 jours exactement de la double confrontation entre le Togo et le Congo. C'est dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires Qatar 2022. Point n'est besoin de le rappeler, on sait que le Togo a fait 2 sorties, 2 défaites. C'est vrai, tout le monde s'y attendait un tout petit peu, même si beaucoup ont eu très mal après le revers face à la Namibie ici. Voilà, dans quelques jours, ce sera les Diables Rouges du Congo qui vont se dresser sur le chemin des éperviers. Oui, on va écouter Paolo Duarte. Beaucoup de joueurs vont faire leur retour. On parle d'Ilas Bebou, on parle de Floyd Haïté, on parle d'autres joueurs et notamment d'Alexis Romao qui, à 37 ans, a dit dans ce studio qu'il n'était pas encore en retraite pour l'équipe nationale. Il veut apporter son aide, il est prêt à rejouer, à reporter ce maillot, cette tunique jaune. Pour Paolo Duarte, c'est quelqu'un qui peut apporter sa maturité. J'avais pensé que Romao a refusé. Quand on refuse une équipe nationale, pour moi, c'est point final, fini. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Donc, dans l'époque, il a une transition de club par autre. Il n'a pas de club. Mais en même temps, quand je parle de rénovation, on va prendre un joueur qui a 37 ans. Il sera là pour encadrer les jeunes, c'est ça? Pour il sera là pour nous apporter de l'expérience. Pas expérience seulement, sa tranquillité, sa maturité. Il joue encore un niveau haut, il joue en première ligue Grèce. Donc s'il est expérience, donc je vais appeler tous les joueurs qui sont expérients. Non, je l'appelle parce qu'il joue à haut niveau. L'année passée, il a joué à 2e ligue en France. Je regardais 4 matchs lui, bien. Il a joué beaucoup de matchs même comme axial. Mais je pense qu'il n'est pas en axial, clairement. Mais maintenant, il joue dans son poste, en milieu offensif, 8. Il joue avec qualité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est voir à quel niveau il joue. Parce que l'âge, pour moi, c'est sur le terrain, c'est pas dans le passeport. L'âge, c'est sur le terrain. Le joueur, peut-être qu'à 25 ans, il ne s'engage pas plus qu'un joueur de 30 ans. Mais essentiellement, parce qu'on parle de jeunesse et stabilité, je pense que Romao peut nous apporter un peu de cette temps qu'ils ont besoin, de cette maturité, de cette expérience. Voilà, maturité, expérience, tranquillité. Ce sont les mots de Paolo Duarte. Oui, rappelez un joueur de 37 ans en équipe nationale, est-ce que cela valait la peine? Parce qu'on n'a pas, pour le moment, on n'en a pas mieux. Depuis qu'il est parti, on n'a pas trouvé de remplaçant. Oui, je pense qu'on a même... On a fallu essayer même Atakura Lawele au cœur du jeu, mais ça ne marche pas. Moi, mon problème avec cette sélection depuis un moment, je le dis et je le répète à chaque fois, ce sont les latéraux et la récupération. Aujourd'hui, Dieu merci, si je peux me permettre de le dire, malgré ses 37 ans, je pense que Alexis Romao peut apporter quelque chose au cœur du jeu.
Même si au niveau du rythme, je pense qu'il pourrait, parce qu'il n'a plus les jambes de 20-25 ans, il ne pourrait pas faire les anticipations comme il fallait avec autant d'engagement, mais sa façon et son expérience vont quand même permettre d'équilibrer ce milieu et surtout d'anticiper les attaques adverses. Si nous nous référons juste sur le match face à la Namibie ici au stade de Kégué, il y a eu une frappe sur le poteau vers la fin de la seconde période où on dirait que notre milieu était vide. C'est bien d'avoir de bons défenseurs, mais il faut que ces défenseurs aussi soient protégés en attendant de sortir ce grand relayeur au Togo. Faisons avec Alexis Romao en attendant. Romao, Alexis a 37 ans. Pourquoi faire, se disent certains observateurs, se demandent. Moi, j'ai l'impression qu'on tue très vite les joueurs ici au Togo. Dès que le joueur a 30-31 ans, on dit que c'est fini pour lui. Qu'il est vieux. Moi, je ne suis pas adepte de cela. À 37 ans, est-ce que Romao est toujours performant? Oui. Est-ce que Romao joue toujours à 37 ans? Est-ce que Romao joue dans un très bon club? Oui. Aujourd'hui, quand on voit Cristiano Ronaldo à 36 ans, il est toujours au top de sa forme. Romao, à 37 ans, il joue avec autant d'engagement et surtout lors de sa première apparition avec le club Ionikos Nicaea, l'engagement était tellement énorme qu'il a écopé d'un carton rouge après 35 minutes. Donc ça veut dire qu'il a encore envie, il a encore cette hargne-là d'aller au charbon. Donc pour moi, rappeler Romao, c'est une bonne nouvelle. D'aucuns diront c'est bon pour c'est bon pour le fait de révolutionner un tout petit peu ce qui se fait à ce niveau, ou bien c'est bon pour le fait de reconstruire, parce qu'on reconstruit avec les joueurs qui sont assez jeunes. Mais Romao a 37 ans, et des joueurs qui viennent en sélection comme Roger Arolo, je ne sais pas s'il sera là en octobre, vont apprendre beaucoup de Romao. Il va apporter cette maturité-là, cette tranquillité-là au milieu du terrain. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Il va falloir qu'on fasse avec Alexis Romao en attendant l'éclosion d'un nouveau récupérateur. Et aussi, on le dit, on va encore le répéter, formons les joueurs parce que sans la formation, Romao partira, on n'en trouvera plus. Très bien, voilà. Mais certains disent avoir gardé de mauvais souvenirs sur son retour lorsqu'il s'agissait de jouer ce match contre le Bénin le 24 mars 2019 pour la qualification. C'était un retour raté un tout petit peu. Il n'était pas dans le match parce que, vu, on va dire, le contexte, tout ce qu'il y a, Est-ce que en ce moment, il était revenu avec le cœur parce que j'ai suivi ce match, c'était au Bénin. Oui, il y avait, mais en plus, l'engagement de ce match, un derby, un match que le Togo devait coûte que coûte gagner au Bénin pour que le Togo se qualifie. Et en plus, il était associé à Takura Lawele. Moi, je pense que ce n'était quand même pas le bon moment pour que Alexis Romao revienne. Oui, un retour d'Alexis Romao lui-même, il l'a dit, il a répété, il était là où vous êtes assis. Voilà. Et puis, à 37 ans, je n'ai pas encore pris ma retraite. Comme une coïncidence, donc je suis assis à sa place. Moi, je suis dans la philosophie où, à partir du moment où on ne trouve pas un remplaçant valable, on garde celui qui est là. Aujourd'hui, monsieur Nounyama, si vous êtes promu directeur général de cette radio, et que pour le moment, on n'a pas quelqu'un qui puisse faire les émissions de samedi matin et qui vont avoir de l'éclat comme vous le faites, vous allez, ou bien tout le monde va demander que vous cumulez les deux fonctions à la limite. Donc c'est comme ça. À partir du moment où au milieu défensif, aujourd'hui, on a essayé, les joueurs, les jeunes se sont battus, on n'a pas eu cette valeur dans le jeu comme Alexis Romao le faisait. Après le départ du coach adjoint de ACK qui était à la Coupe... Jonas? Non, Kassim Gouyazou. Et donc, à partir de ce moment, je pense qu'il doit venir, et surtout que c'est un ancien, c'est un ténor,
un grand cadre, il peut aussi jouer un rôle dans les vestiaires. Vous savez, il faut transmettre. Il y avait eu une cassure, on le disait depuis, il y avait eu une cassure. Il fallait remplacer les gens progressivement. Et donc, je pense que quand il va revenir, l'entraîneur est là, il va jauger de sa forme, s'il faut le mettre directement ou il faut le faire jouer une partie. Ou bien 60 minutes, c'est l'entraîneur qui verra. Mais je pense que Alexis Romao doit revenir comme lui-même actuellement. Quand il était revenu entre-temps, en mars 2019, je pense que il avait la pression. Les gens criaient, d'autres disaient qu'il ne doit pas revenir, d'autres disaient qu'il doit revenir. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. L'atmosphère était un peu tendue. En plus, c'était avec un entraîneur qui les avait fait sortir. Avec qui il ne s'entendait pas. Moi, je ne veux pas aller sur ce terrain. Non, il faut... Moi, je veux seulement voir le joueur revenir et donner tout ce qu'il a pour remonter le football et l'équipe nationale togolaise. Parce qu'en milieu de terrain, il n'y a pas un cadre. Nous savons qu'en défense, il y a un cadre. Mais en attaque aussi depuis un certain temps. Sur cette colonne-là, la colonne, le milieu, l'attaque et la défense, il faut toujours des cadres. À ce niveau, je dirais que M. Laba Fodo doit remonter les bretelles pour pouvoir tenir l'attaque après le départ de M. Adebayor. Oui, John, sur cette double confrontation dont on parle, que doit-on chercher? Essayer de reconstruire, de mettre en place une équipe qui va être peut-être prête pour les autres échéances ou voilà, puisqu'il y a la pression, tout le monde veut voir le Togo gagner encore une fois, peut-être depuis quand ça? Depuis 2 ans. C'était contre les Comores. Des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà. Est-ce qu'il faut chercher à gagner? C'est normal lorsqu'on est nouvel entraîneur, lorsqu'on a ce public qui est désorienté, déboussolé par les contre-performances des éperviers. On a envie de gagner au moins peut-être contre les petites sélections entre griffes. Oui, Franck, on est Togolais, on a soif de la victoire depuis plusieurs années. On aimerait bien que le Togo gagne au moins un match sur les deux rencontres face au Diable Rouge du Congo. Mais il faut être quand même lucide, il faut être réaliste. Franck, actuellement, on n'a pas une équipe. Là, on a suivi le Togo face à la Namibie et j'ai encore fait une analyse et j'ai su que le travail sera beaucoup plus rude pour Paulo Duarte. Si le 9 prochain, on bat le Congo ici, ça ne sera pas un exploit, mais je pense que les joueurs auront compris quelque chose. Et je pense véritablement, oui, il faut aller gagner, mais moi je pense qu'il va falloir utiliser les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 pour mettre une équipe en place, pour apporter de la sérénité à l'équipe, pour augmenter le mental de nos joueurs, pour surtout les prochaines échéances, ce qui va être les qualifications pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai dit même depuis le début des éliminatoires. Le Togo n'a pas une équipe, le Togo n'a pas l'étoffe actuellement pour se qualifier pour une Coupe du Monde. On a raté 2 CAN de suite, on est en pleine reconstruction, on n'a pas la confiance. Et maintenant, figurer parmi les 5 représentants du continent pour Qatar 2022, ça sera véritablement un exploit pour les éperviers. Cet objectif est oublié. Au début, c'était les objectifs de nos autorités. Oui, mais on a vu ils ont compris que c'est fini. Mais la réalité nous a rattrapés. On a vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire avec notre sélection nationale. Maintenant, cherchons à mettre en place une équipe, un projet de jeu, à trouver des joueurs à leur poste, parce que le coach le dit tout le temps. C'est ce qui doit être l'objectif sur les matchs qui arrivent. Le coach le dit tout le temps. J'ai des postes à renforcer. Un axial avec Jane Dakonam, un milieu récupérateur, un latéral gauche, un 10 pour permettre à Fodio Daba de marquer. Est-ce qu'aujourd'hui, on a tous ces ingrédients-là? Non. Maintenant, il va falloir chercher à avoir ces ingrédients, à avoir une équipe pour maintenant aller chercher des victoires. Et c'est pour ça que j'appelle les concitoyens, le public sportif a plus de patience. Oui, on a tellement eu cette patience-là avec Claude Leroy pendant 4 ans, mais ce n'est plus Claude Leroy, c'est Paulo Duarte. Il vient d'arriver, il ne connaît pas l'équipe. Il va falloir qu'on lui accorde assez de temps pour véritablement mettre une équipe compétitive. Il a dit en conférence de presse, je veux mettre une équipe en place qui gagne pendant 5, 6, 7, voire 10 ans. Très bien. On attend qu'il fasse son travail et qu'on puisse enfin gagner. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit par le passé, le Togo a 6 matchs amicaux.
Ces 6 matchs amicaux vont permettre à l'entraîneur de commencer par se faire ces 6 matchs constituent pour vous des matchs amicaux? Oui, c'est comme ça que moi je les vois. Si on prend la première sortie face au Sénégal, moi j'étais déçu de la copie rendue par les éperviers du Togo. J'ai compris aussi que l'équipe... Pourquoi ça doit vous Non, je ne parle pas du résultat, puisque j'ai dit que ce sont des matchs amicaux. Sur des matchs amicaux, on ne s'attend pas uniquement sur les résultats, mais sur la prestation des joueurs. Contenu. Oui, face au Sénégal, on n'a pas l'étoffe nécessaire pour défendre 90 minutes face à une telle équipe. On l'a fait, on a coulé. Si on l'avait fait et on n'avait pas encaissé, je dirais waouh, félicitations, ça a reçu. Maintenant, ça n'a pas reçu. Face à la Namibie, ici au stade de Kéké, après le match, l'entraîneur l'a si bien dit. Après ce match, qu'est-ce que moi personnellement j'ai retenu? L'entraîneur a remarqué son latéral droit. Aujourd'hui, c'est un profil qui manquait en sélection. Il s'est rendu compte que le jeune de Ouafa, comment l'appelle-t-on, Ate Youssouf, que Claude Leroy sélectionnait mais ne faisait pas jouer. Lui, il a essayé, il a vu que défensivement, il est bon, même si offensivement, il faut qu'il le travaille un petit peu. On a ce joueur-là qui a su sortir la tête de l'eau dans cette rencontre. Maintenant, au milieu du terrain, j'ai vu que l'entraîneur a compris que dans le cru local, il y a quand même de la qualité. Il a confié la clé du jeu au cœur de jeu à Tchaki Marouf, qui s'est battu comme un beau diable, même si il faut encore des choses à corriger. Je pense que ça n'a pas été ça parce qu'il n'était pas bien accompagné aussi par un vrai récupérateur de, donc il était obligé d'être au four et au moulin. Sur le côté, j'ai vu le Togo créer des occasions avec un David Denen qui est un joueur intéressant, qui est un joueur fin techniquement, qui peut apporter des choses, mais il faut maintenant chercher à régler de petites choses comme l'entraîneur, le sélectionneur le dit à chaque fois qu'il faut un 10, il dit que Wefle Daïté peut le faire, Ilias Bebo aussi a manqué. Donc moi je pense que face à cette rencontre, face au Congo, il va encore essayer de comprendre quelque chose. Derrière, on sait que Djené, oui, c'est déjà ça, mais quand Djené est en difficulté, qui est là pour le remplacer ou bien pour le remonter un petit peu son niveau à Agbozo? On sent que même avec Amatutui, lorsqu'il a joué la double conversation face à l'Égypte, on sait que Amatutui aussi progresse, mais Agbozo Kloutse aussi, c'est un joueur qui a véritablement progressé, même si ce n'est pas encore ça. C'est pourquoi je reviens sur le problème des récupérateurs, que si votre défense est bien protégée, les défenseurs sortent encore le grand jeu. Donc moi, je pense qu'il y a du positif. Moi, je le dis à chaque fois ici, qu'on ne s'attarde pas sur les résultats, puisque le Togo n'est pas pressé d'aller à la Coupe du Monde 2022 ni à la prochaine. D'ailleurs, ça va dépendre de la façon dont on va travailler. Si d'ici les 6 matchs, plus quelques matchs amicaux que le Togo aura à jouer, si on arrive à asseoir une bonne équipe, moi je pense qu'on peut bien préparer la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Maman Ouiao, vous, oui, que recherche-t-on sur ces genres de matchs? On sait que l'équipe togolaise n'a pas, on va dire, l'étoffe nécessaire pour lutter maintenant. Et que recherche-t-on? Faire un bon match, mettre en place quelque chose de bien? Oui, je pense que on avait un objectif dès le départ. Je pense qu'il est un peu écorné ou bien écorché. Dans ces genres de matchs, quand on sait que c'est déjà un peu touché en arrière, on cherche à huiler son effectif, à pouvoir mettre quelque chose en place et surfer là-dessus pour d'autres échéances. Le match passé a permis au coach de pouvoir mettre en place au moins une équipe. Il a fait des changements. Après, il a retrouvé au moins une équipe qui a produit du jeu. Il y a eu du mieux la fois dernière, mais c'est surtout la victoire qu'il n'y a pas. On n'arrive pas à marquer. On a raté plein de buts. C'est ce qui s'est passé aussi avec la fois dernière notre club ASCO. Je ne sais pas le problème qu'il y a au niveau offensif et qu'on n'arrive pas à pousser les ballons au fond des filets. Ou soit on manque de lucidité, ou soit je vais un peu extrapoler, ou bien il faut, je ne sais pas, aller vers la métaphysique pour corriger cela, parce que je ne comprends pas qu'on puisse rater 9-10 occasions et que l'adversaire, avec une demi-occasion, chaque fois, on prend 2 buts. Donc, à partir de ce moment, je pense que quand une équipe arrive, même si elle est en reconstruction, à gagner, quand elle arrive à gagner, vous voyez
la confiance renaît et tous les joueurs, les autres joueurs qui n'arrivaient pas à suivre le rythme. Mais des fois, ces situations trompent-l'œil. Oui. Ça peut vous tromper, ça peut vous croire que ça va. Alors que ça aide les joueurs qui ne sont pas... Paolo Duarte l'a dit, n'inversons pas la pyramide. Il ne faut pas garnir aujourd'hui. Je vous dis, au moment où on cherche à faire la reconstruction, quand on arrive à faire des victoires, les joueurs qui ne sont pas au même niveau que les autres arrivent avec l'euphorie, avec la joie, l'ambiance qui renaît dans le groupe, à suivre le rythme. Et que ça, parce qu'au moment où on jouait les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est à partir du premier, deuxième match, quand Adebayor empilait les buts, c'est Adebayor qui a porté les autres et ils ont réussi à monter le niveau. Aujourd'hui, on est déjà dos au mur. Voilà. On veut faire la reconstruction. C'est fichu derrière. Oui. Mais à partir du moment où il y a du mieux la fois dernière, si les victoires accompagnent les matchs qui viennent, vous allez voir que les autres joueurs vont suivre le pas, ils vont monter leur niveau. C'est comme ça se passe. J'ai l'expérience pour. Oui. J'ai l'expérience pour. Il y a des matchs du championnat. Des fois, on commence le championnat 2-3 journées. Vous ne gagnez pas. On est à la traîne. À partir du moment où on gagne 2-3 matchs, le même effectif vous amène jusqu'en deuxième ou en troisième place. On a vécu cela. J'ai vécu personnellement ça. Oui, donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Paolo Duarte sait qu'il y a des postes où les joueurs ne sont pas au niveau. Mais s'il y a des victoires, par exemple, vous verrez qu'avec l'ambiance dans le groupe, ça va monter. Ça, c'est comme ça le football. Barcelone est à la traîne avec les mêmes joueurs. Il suffit de gagner 2-3 matchs. Vous allez voir le visage de Barcelone. Ça va changer. C'est comme ça. Il y a un aspect que je voudrais toucher dans la sortie de Mamadou Yao, c'est le fait qu'à chaque fois qu'on parle de métaphysique, quand il s'agit du manque de lucidité de nos attaquants devant les buts. Moi, je le dis, ça peut être vrai, ça pourrait être vrai, mais je n'ai Ce n'est pas cartésien, c'est pourquoi je me suis excusé avant d'avancer le mot. Mais vous n'êtes pas le seul à le dire. Mais aujourd'hui, quand on surfe sur l'environnement du football togolais, citez-moi un seul attaquant, que ça soit sur le plan local et à l'extérieur, un seul attaquant qui marque plus de buts, qui marque des buts à chaque fois à part Fodolaba. Il n'y en a pas. Donc cela veut dire que nous ne faisons pas de formation spécifique. Est-ce qu'aujourd'hui le Togo a dit, OK, depuis le départ d'Adebayor, nous ne marquons pas de buts. Maintenant, nous allons nous attarder sur la formation des attaquants, des buteurs. Ça se fait en Europe. Ouais. Est-ce qu'on l'a fait? On ne le fait pas. Et aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Moi, le fait d'accuser tout le temps la métaphysique, qu'il y a des problèmes spirituels, ça pourrait être vrai. Avec une équipe maghrébienne, la fois dernière, à la place d'Asco, les gars là, c'est des gaillards. Ils prenaient 7 ou 8 buts. Oui, je ne refuse pas. Aujourd'hui, prenons le cas de l'attaquant d'Asco, Ataba Manim. Ataba Manim, on le sait. Ce n'est pas un grand buteur, ce n'est pas un numéro 9. On le sait depuis plusieurs années. Il voit plus de pratiquement 5 voire 6 occasions avant d'en mettre une. Donc cela veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui il faut faire la différence entre attaquant et tueur. Ou bien buteur. On a des attaquants, mais on n'a pas de buteur. Depuis fort longtemps, le problème persistait. Mais Adebayor nous couvrait parce que oui, c'était l'attaquant, le grand attaquant qui enchaînait des buts en sélection. Voilà. Depuis son départ, on souffre énormément. Et Fodolaba a montré tout simplement qu'il ne peut pas à lui seul porter l'attaque des éperviers. Il va falloir maintenant qu'on forme. C'est un chantier. C'est un chantier, il faut travailler là-dessus. Et surtout pour la direction technique. Très bien. Voilà, on va revenir sur ces sujets parce que là, on est en reconstruction. On ne va pas reconstruire l'équipe nationale en un seul jour. Comme on le dit, Rome n'a pas été construite en un seul jour. C'est ce qu'on dit, ou bien c'est pas ça? C'est ça. Très bien. Merci Mamadou Yao, secrétaire général de la JFT. Merci. Avant de finir. Oui. Alexander Usyk a battu Tyson Fury pour les poids lourds. A battu Anthony Joshua, pour le championnat des poids lourds. Très bien. Merci John Atiso Félix. Voilà, on se retrouve à très bientôt.